Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Je vous prie également de mettre un like sur cette vidéo, de la partager sur vos pages, dans vos groupes, afin que le plus grand nombre de personnes aient accès au contenu de cette vidéo. Je fais cette vidéo pour parler du Sénégal et du plan du Sénégal, le plan Sénégal 2050, ainsi que les conséquences qu'elles auront sur l'économie locale du Sénégal. Voilà. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont décliné une vision économique sur les 25 années à venir. Donc les 25 années à venir, 5 quinquennats, c'est une vision qui se décline en plusieurs points. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité analyser certains points, pas tous, parce qu'elle s'appuie sur 8 pôles. Mais j'ai préféré d'abord parler des pôles qui me semblent les plus pertinents. La première chose, c'est que le Sénégal a dit qu'il donnera la priorité aux ressources internes pour le financement de son économie. Évidemment, j'ai vu les gens jaser, hein, mais je leur envoie lire, c'est ce que beaucoup d'Africains ne se connectent pas sur le site de OFAC, Office of Foreign Asset Control aux États-Unis, mais également sur des sites comme le GAFI, qui est une agence qui traque les flux financiers illicites dans le monde. Vous apercevrez, selon les estimations de ces gens, qu'à peu près 60% de l'épargne nationale des pays africains quittent nos pays, surtout dans la zone CFA, du fait de la convertibilité, la fixité des taux de change, donc le taux de change qui est fixe entre le franc CFA et l'euro. Beaucoup des ressources de l'épargne nationale engrangée quittent nos pays pour aller dormir dans les banques étrangères et parfois ne reviennent plus jamais. Donc, le Premier ministre, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le Premier ministre, ont garanti qu'ils feraient, n'est-ce pas, ils mettraient tout en œuvre pour que les ressources financières nationales je n'utiliserai pas le terme s'évaporer, mais il n'y a plus une fuite des capitaux du Sénégal vers l'étranger. Et lorsqu'on sait que la moyenne, c'est 60%, selon les statistiques de l'OFAC, Office of Foreign Asset Control aux États-Unis, si on arrive à stopper cette hémorragie, d'abord, il y aura assez de capitaux pour pouvoir financer les PME, les TPME, etc. Ensuite, le gouvernement du Sénégal entend mettre en place un nouveau canal pour la gestion des ressources issues des partenariats bilatéraux, multilatéraux ou de l'emprunt sur les marchés mondiaux. Vous avez vu vous-même que le gouvernement sénégalais a procédé à un audit de la dette publique du Sénégal et a déclaré qu'il y avait, je peux me tromper, hein, mais près de 3 000 milliards qui n'avaient pas été rapportés, qui sont des prêts qui avaient été contractés, mais qui n'avaient pas été rapportés dans la comptabilité nationale. Alors ça pose problème, d'autant plus qu'on peut le voir, même dans des pays comme le Cameroun, le gouvernement recourt à des emprunts étrangers sans consulter le Parlement, sans vote préalable du Parlement. Alors on se demande comment sont comptabilisés ces prêts-là. Très souvent, ces prêts sont dissimulés dans les entreprises d'État. Et quand vous arrivez aux affaires, les créanciers toquent à votre porte, toc, toc, toc. Et vous êtes obligé de faire un audit pour savoir exactement combien il y en a. Donc, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont promis une meilleure utilisation de cette épargne nationale-là. Ça m'a beaucoup. Je pense que c'est un levier qui, en actionnant, pourra avoir un impact important sur l'économie. La deuxième chose, c'est la digitalisation des services publics. Je l'ai toujours dit, l'Afrique a deux moyens d'accélérer son développement. Le premier moyen pour accélérer son développement, c'est l'éducation. Et le deuxième moyen pour accélérer son développement, c'est la technologie. Donc, le Sénégal, qui s'est déjà doté d'un satellite, hein, ce que va faire les pays de l'AES, va miser sur le satellite pour activer au moins deux leviers. Le premier levier, c'est la digitalisation de l'économie. Ça va permettre de réduire la corruption.
toutes les formalités seront faites online. C'est le cas ici aux États-Unis. Vous faites quantité de formalités online, vous ne rencontrez jamais l'agent en question. Vous ne connaissez pas surtout le bureau des impôts. Sauf s'il y a un problème vraiment flagrant que on peut vous appeler en disant, écoutez, trouvez-nous dans tel office, voilà le numéro, etc. Mais vous ne connaissez pas où se situent ces bâtiments-là. Ça fait qu'il n'y a presque jamais de contact entre l'agent de l'administration fiscale ou autre administration et les usagers. Ce sont pratiquement les logiciels. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on arrive à créer des agents intelligents qui dialoguent. Ça veut dire que vous posez une question, la personne vous répond. Ce n'est que quand il y a une incompréhension que vous pouvez avoir un agent de l'administration fiscale, qui n'est même pas un agent de l'administration fiscale, qui est un customer service au bout du fil. Voilà. Donc, ça va faire que les transactions sont en ligne. Vous avez un compte avec l'administration fiscale, vous remplissez, vous faites tout votre mouvement en ligne. Tout se passe en ligne. Ce n'est que s'il y a un sérieux problème qu'une rencontre physique est envisageable. Donc, ça va augmenter la productivité des administrations, la e-governance. Ça a été le succès, la clé du succès de l'économie rwandaise, la e-governance. Vous pouvez acheter un terrain et faire les formalités de titre foncier au Rwanda en vivant aux États-Unis. Vous pouvez obtenir les permis de bâtir online en vivant aux États-Unis. Vous pouvez exporter ou importer une marchandise au Rwanda et faire toutes les formalités douanières en vivant aux États-Unis. C'est la e-governance. Tout se fait online. Donc, le Sénégal envisage, on a vu la visite de Ousmane Sonko, on a vu que Diomaye Faye, l'un des présidents qu'il avait reçu pour échanger avec lui dès son entrée en fonction, c'était le président Paul Kagame. Donc, sans doute, ils veulent s'inspirer de l'exemple du Rwanda qui, avec la digitalisation des administrations, a mis en place, voilà, quelque chose de bien. Et ça va également permettre d'optimiser l'usage de l'épargne nationale. Je pense que la décision d'Ousmane Sonko est bien, parce que le Sénégal a une diaspora qui est très importante. Elle a une diaspora aux États-Unis, elle a une diaspora en Europe, elle a une diaspora au Moyen-Orient, elle a une diaspora en Asie, hein, nos frères mourides, elle a une diaspora sur le reste du continent. Et l'utilisation de cette épargne, notamment à travers des levées de fonds sur la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan ou autres instruments financiers, peut permettre, s'il n'y a pas trop de corruption et si l'argent investi dans des secteurs vraiment porteurs, de faire développer l'économie et de garantir le revenu en capital pour les Sénégalais, notamment via des fonds institutionnels. Hein, c'est une bonne décision. Voilà. Et de ne recourir aux emprunts étrangers que quand le besoin est nécessaire. On le voit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ne lancent pas les emprunts sur les marchés internationaux et qui pourtant font des croissances économiques de 6%. Donc, ça doit donner à réfléchir. Ensuite, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont dit qu'ils envisageaient d'investir dans le capital humain. Le capital humain, c'est important. J'ai partagé sur ma page la vidéo du CEO de Apple, hein, M. Cook, le CEO de Apple. Et vous pouvez regarder le CEO de Apple. On lui a posé la question, pourquoi est-ce que Apple délocalise en Chine? C'est à cause du coût de la main-d'œuvre qui est moins cher. Il a répondu à la journaliste de Bloomberg, écoutez, madame, vous semblez ne pas connaître l'Asie, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que le coût du travail n'est plus bas en Asie. 20 années. La raison pour nous allons en Asie, c'est la disponibilité, en Chine, c'est la disponibilité d'une main-d'œuvre formée. Il a dit par exemple, même aux États-Unis, quand nous voulons avoir accès à des ingénieurs pour développer un projet, quand nous lançons une demande, nous pouvons avoir 300 personnes dans une ville, dans un État. Et quand nous allons faire la même opération en Chine, on peut se retrouver en face de 2000 à 5000 personnes. Donc, il y a assez d'ingénieurs, le capital humain. Et c'est l'un des facteurs clés sur lesquels les investisseurs étrangers s'appuient pour faire les choix d'investissement. Hein, j'avais dernièrement dit la dernière fois que Tidjane Thiam se trompait nettement quand il disait que les investissements sont très rentables en Afrique. Pour le profane, c'est vrai, mais pour l'initié, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Parce que l'initié sait voir ce que le profane ne voit pas. Et la conséquence, c'est qu'on n'a pas vu ces dernières années arriver chez nous des investissements des grandes firmes multinationales.
en dehors du pétrole et du gaz ou des mines comme l'or et autres, du manganèse, on n'a pas vu des investissements arriver dans l'agro-industrie, dans les matériaux de construction, etc. La raison est simple, c'est l'absence de disponibilité du capital humain. Voilà. J'ai été entrepreneur au Cameroun. J'ai eu à procéder à des recrutements. Je peux vous garantir que pour trouver un comptable qui soit qualifié, qui soit en mesure de faire ce dont vous avez besoin qu'il fasse, ce n'est pas facile. Ne parlons pas d'un ingénieur, alors ce n'est pas facile. Hein, vous recrutez un ingénieur, il vous dit qu'il n'a pas envie de travailler. Il travaille ici, il travaille là, il vous dit je viens vous aider. La raison est que sur le marché, il n'est pas capable pour vous de trouver 50 personnes. Mais en revanche, si vous lancez un entretien pour trouver des BTS communication, vous allez avoir 20 000 personnes, les gens vont même se piétiner devant votre porte. Le Sénégal veut donc faire un changement opérationnel dans son système d'éducation et de formation professionnelle, de façon à sortir 700 000 dons, je crois qu'ils ont dit, d'ici à 2027, d'avoir 700 000 personnes disponibles, par exemple, en termes de capital humain, disponibles pour l'industrie, disponibles pour la digitalisation, l'économie digitale, les nouvelles technologies, disponibles pour les télécommunications, les secteurs porteurs, disponibles également pour la transformation agricole. Hein, donc, ils vont miser sur l'éducation et la formation professionnelle. Vous avez vu le projet pilote, je crois que Ousmane Sonko doit certainement s'en inspirer, qu'a mis en place mon ami Tionyang. Donc, qui fait qu'au Sénégal, avec son projet Job Zone, il a pu former beaucoup de jeunes Sénégalais à l'agriculture, à la conservation et à la transformation des produits issus de l'agriculture. Hein, voilà, les fruits, par exemple, mis en bocaux, au sirop, etc., etc., qui sont des choses assez importantes. Le Sénégal va miser ensuite sur l'industrie. Non, l'industrie, notamment l'agro-industrie. Le Sénégal a un capital humain, je l'avais déjà dit la dernière fois. Vous avez vu, il y a une jeunesse qui est dynamique, qui est travailleuse, hein, dans un environnement plus ou moins sain. Pas trop, par exemple, les Sénégalais n'ont pas laissé prospérer la fémania dans leur pays, comme au Cameroun, on a institutionnalisé la fémania. Donc, ça va jouer, ça a son pesant d'or. Il y a une jeunesse qui est moins enclin, hein, qui est travailleuse, qui est dynamique. Et vous avez des méthodes aujourd'hui, par exemple, qu'utilisent les industriels japonais. On appelle ça le keirin. Le keirin, j'espère que je prononce bien le mot. Et avec ce keirin-là, ça permet en 6 mois de former ça permet en 6 mois de former des gens qui n'ont jamais fait l'industrie, de manière à ce qu'ils deviennent au moins des agents de maîtrise ou bien des assistants des ingénieurs dans des grandes unités industrielles. Et après 3 ans d'activité, ils ont le même niveau de compétence que les ingénieurs. Donc, quand on a une population qui est bien éduquée, quand j'entends par éduquer, compter, savoir compter, lire, écrire, compter, ou savoir lire, écrire, compter, rédiger un texte, l'accès aux matériaux du keirin, donc pour pouvoir se former dans l'entreprise industrielle, dans l'unité industrielle, est assez aisé. Donc je crois que là-dessus, le Sénégal a une carte à jouer. Ensuite, il y a l'agriculture. Hein, l'agriculture, on savait déjà que le Sénégal était un champion dans la production de l'arachide. Je me rappelle quand nous étions étudiants, j'espère que mes camarades sénégalais là, ne vont pas regarder la vidéo. On avait un ami qui s'appelait Ousmane, qui était mauritanien. Il y avait Ousmane Digo, Ousmane Khan. Alors Ousmane Digo, lui, il ne permettez-moi l'expression, il ne tarissait pas d'éloges pour les Sénégalais. Je dis ça pour ne pas dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il disait en dehors des arachides, qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? Voilà. Donc, je pense quand même qu'à ce tour-ci là, au Sénégal, on peut commencer à cultiver autre chose. Hein, le riz, on peut cultiver le maïs, on peut cultiver le blé, on peut cultiver le soja, on peut cultiver le haricot, on peut et produire plusieurs autres céréales et fruits et légumes. Je ne fais pas une critique ici. Quand vous regardez la cuisine sénégalaise, si vous la comparez par exemple à la cuisine camerounaise, il y a très peu de consommation de légumes. Donc, le Sénégal peut miser également sur les légumes, mais a un accès direct à la mer, mais un accès direct également sur les marchés des pays de la CEDEAO, en l'occurrence les pays anglo-saxons, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, qui ont une proximité avec le Sénégal,
la Côte d'Ivoire, mais également les pays de l'Alliance de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui sont un grand marché de 100 millions de personnes. Donc ça vaudra son pesant d'or. Ensuite, le Sénégal pourra attirer les pays des BRICS, par exemple, où la posture de la diplomatie ivoirienne a un peu refroidi certaines personnes dans les BRICS. Je pense que la posture de la diplomatie sénégalaise sur ce terrain lui donne un avantage compétitif qui fait que les pays des BRICS sont plus enclins à investir, par exemple, au Sénégal, qu'elles ne le sont à investir dans les autres, dans d'autres pays voisins. Voilà. Le Libéria sort de guerre, la Sierra Leone sort de guerre. Il faut construire le capital humain, ça met du temps, pacifier le pays, ramener la sécurité à un seuil tolérable, ça met du temps. Donc, le Sénégal là-dessus, avec ses infrastructures économiques, vous avez suivi le lancement, la construction d'un grand port, va être un hub en termes logistiques, mais également en termes d'investissement. Qui dit investissement dans l'agriculture, et dans l'agro-industrie, dans la transformation des produits agricoles. C'est important. Ensuite, j'ai noté que le nouveau plan du gouvernement sénégalais, Sénégal 2050, fait la part belle à la diversification de l'économie, dont la politique d'aménagement du territoire. Nous autres Camerounais, on a connu ça. Quand le président Ahidjo, qui est enterré aujourd'hui au Sénégal, qui fut le président qui a précédé Paul Biya et qui lui a remis pacifiquement le pouvoir par terre, le Cameroun avait environ 20 villes où, je vais dire, qui se développaient pratiquement sur le même trend, si on peut dire. Bamenda, Boya, Bafoussam, Bertois, Belabo, Ngaoundéré, Tibati, etc. Toutes ces villes-là, Tiko, Skumba, ce sont des villes qui se développaient sur le même trend, qui faisait qu'il y avait une équité, on tendait, je préfère utiliser le terme on tendait vers une équitable répartition des ressources ou des investissements sur le territoire national ou de la création d'opportunités. Donc, les gens se déplaçaient et allaient travailler dans ces endroits-là. Mais aujourd'hui, avec l'effet de la corruption, de la concentration de tous les budgets à Yaoundé, l'économie tient sur deux villes. Le Sénégal est dans la même posture que le Cameroun. Les statistiques disponibles sur le Sénégal montrent que 46% de l'économie du Sénégal tient dans la ville de Dakar. C'est explosif. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Je pense que là aussi, que ce soit le Premier ministre Ousmane Sonko, que ce soit le président Bachirou Diomaye Faye, ont pris conscience qu'il faut rapidement, le seuil, ça doit être de 10%. Le seuil, ça doit être de 10%. Ça veut dire qu'il faut sortir 36% de l'économie du Sénégal, la ville de Dakar, et le dispatcher dans d'autres villes pour créer d'autres opportunités. Ça permet de faire baisser la pression inflationniste sur les actifs immobilisés dans la ville de Dakar. Ça permet de ralentir la pression inflationniste sur les prix et même de commencer à faire baisser les prix nettement. Ça permet également de freiner l'exode rural et l'immigration, notamment vers l'Europe ou l'Amérique, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres là-dedans qui font que le fait, et ça, ils savent comment faire ça. Je pense que si vous lisez le plan Sénégal 2050, ils ont décliné comment est-ce qu'ils entendent faire pour ramener Dakar aux alentours de 10, 15, voire 20% maximum et commencer à développer le pays à l'intérieur. Donc, ça passe par la construction des routes, des autres infrastructures, par la délocalisation dans l'arrière-pays d'un certain nombre d'infrastructures économiques, d'un certain nombre d'unités de production, d'un certain nombre de bâtiments administratifs, etc., etc. C'est décliné dans le plan. Voilà. Il y a également l'investissement dans l'immobilier, dont les projets de construction de logements, les projets de construction de logements d'habitation, d'habitat, etc. Donc, l'aménagement des territoires, j'en ai déjà parlé. Bon, jusque-là, je pense que le projet n'est pas si mal. Hein. On attend de voir maintenant comment est-ce qu'il va être mis en place.
Mais on est aussi obligé d'entendre, de parler des critiques. Donc, il y a des critiques qui disent, bon, le projet c'est bien, mais comment est-ce qu'on va financer ça avec le budget? Je pense que la faiblesse des économies africaines, et je pense que Diomaye Faye et Ousmane Sonko en ont pris conscience, c'est que de part, les budgets sont souvent des budgets, permettez-moi l'expression, des faux budgets, des budgets irréalistes, qui font la part belle à la dépense parce que ça permet de détourner les subventions, en n'en plus finir, des subventions partout, dans des secteurs. Voilà, c'est-à-dire que si les élites du pays décident de se lancer dans la culture du cacao, elles vont décider de mettre 50 milliards de budgétaires dans la subvention du cacao avec beaucoup de tapage. On croit qu'en fait c'est ça, non, c'est un peu c'est l'argent qui détourne. Donc, en rabotant dans le budget, il est capable de faire des économies substantielles. Ces économies substantielles, on peut le reverser dans la construction des infrastructures économiques dans l'arrière-pays. Je ne connais pas bien la carte du Sénégal. Mais si je voulais ramener ça au Cameroun, par exemple, le jour dans un pays comme le Cameroun, vous mettez une grande zone industrielle et un port à Tico, vous mettez une grande zone industrielle assise sur la ligne de chemin de fer que vous reconstruisez à Mbanga, vous mettez une grande zone industrielle à Kumba, assise sur la ligne de chemin de fer que vous reconstruisez entre Mbanga et Kumba, je vous rassure, et vous faites de même avec une zone comme Yabassi, je vous rassure que tout de suite que Douala, qui a 7 millions d'habitants, va perdre au moins 2 millions d'habitants et ramener la population à 5 millions. Si une ville pèse 2 millions d'habitants, vous allez le ressentir énormément. Donc, ce qui veut dire que c'est faisable aussi au Sénégal, hein, ça dépendra de la stratégie. Deuxièmement, comme j'ai dit, l'épargne nationale, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a en termes de thésaurisation. Thésaurisation, l'argent thésaurisé, c'est-à-dire l'argent que les gens gardent au plafond. Je ne connais pas comment c'est au Sénégal. Tout le temps au Cameroun, on dit la domestique d'un ministre a volé 7 milliards, elle est partie, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont thésaurisés et il y a beaucoup d'argent qui sont épargnés, qui dorment dans les banques. C'est pour ça que les banques sont en liquidité. Mais si l'État commence à mettre des programmes pour pouvoir faire travailler l'argent, donc construire des universités, construire des technopoles, construire des agropoles, financer la recherche et l'implémentation, c'est ce qu'on a vu avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, faire des expérimentations pour la culture de l'ananas, du banane plantain, du café, du cacao, etc. Si on commence à faire cela, très rapidement, on va voir qu'il y aura un retour sur investissement en termes de production qui va créer la valeur industrielle, la valeur ajoutée, et ipso facto, ou par le même fait, va créer la valeur monétaire. Donc, augmenter la masse monétaire ou les flux monétaires en circulation dans le pays. Permettre aux banques de créer davantage de l'argent. Le problème dans nos pays, c'est que la création monétaire des banques est à 10%. 10%. La moyenne dans nos pays, 10%. 10%. Mais les pays s'endettent. Parce que l'argent qu'on emprunte en dollars, on peut facilement le détourner. Mais l'argent qu'on emprunte en CFA, il faut bien trouver les dollars pour le faire sortir. Donc, je pense que les orientations prises par Bachirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont assez intéressantes. On suivra ça, comme toujours. Abonnez-vous sur notre chaîne. Activez la cloche de notification. Mettez un like sur la vidéo. Partagez-la sur votre page. Invitez vos amis à s'abonner. On suivra cette actualité-là. On vous informera. On suivra l'actualité économique au Sénégal, les grandes orientations, les grandes lignes et les grands faits. Et sur notre chaîne, nous tâcherons de décortiquer l'actualité économique sénégalaise pour nos abonnés qui sont du pays la Teranga et qui sont très nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Je vous prie à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous. Bye.